Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, qui est un think tank qui travaille sur les questions de sécurité et de relations internationales. Bien. Alors, en tant que think tank, est-ce que vous aviez anticipé ce genre de choses ou pas? Ça s'anticipe ou pas, hein, une crise pareille? Non. Alors, par nature, la crise ne s'anticipe jamais. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? C'est ce qu'on appelle les signaux faibles. Donc, on essaye de les déceler, on essaye de trouver une méthodologie pour qu'à l'avenir, ils ne se reproduisent pas. Mais ce qui s'est passé dans cette crise est typiquement quelque chose que l'on aurait pu anticiper parce qu'elle s'est passée déjà il y a 4 ans. Donc en fait, on est dans la continuation de la crise et il y avait des signes avant-coureurs. Pour répondre à votre question, il y a eu un certain nombre d'éléments. La présence du président américain qui est venu en Arabie Saoudite et qui a donné le là à une certaine forme de containment de l'Iran, mettant au banc ou indexant, si j'ose dire, tous ceux qui pourraient avoir la mauvaise idée de coopérer économiquement. Et le Qatar, malheureusement, est victime de sa géographie puisqu'elle partage un champ pétrolier et un champ gazier qui bénéficie et à l'Iran et au Qatar. Donc on aurait pu penser que le fait qu'il y ait de la part du président américain dans son discours qu'il a prononcé à Riyad une certaine forme de critique à peine voilée par rapport à l'Iran, une sorte de tacite acceptation du fait qu'il faille sanctionner les pays qui auraient la mauvaise idée de dialoguer avec l'Iran. Ce fut le cas avec l'émir du Qatar qui a appelé le président nouvellement élu, Hassan Rouhani, donnant un prétexte supplémentaire pour qu'au sein du Conseil de coopération du Golfe, on s'en offusque. Donc c'est un des éléments qu'on aurait pu anticiper. Après, il y a un autre élément qu'on aurait pu anticiper, c'est le fait que l'Arabie Saoudite est empêtrée dans une crise économique lourde, durable, parce que le prix du pétrole a été diminué par 3 durant les 3 dernières années, et forcément, cela obère sur la capacité de production du premier pays producteur et donc exportateur de pétrole. Et donc du coup, la fébrilité du gouvernement saoudien, qui a changé de prince héritier, avec la nomination du ministre de la Défense comme l'héritier du roi Salman, qui est encore au pouvoir. Mais encore une fois, il y a des jeux subtils d'équilibre de pouvoir au sein de l'Arabie Saoudite, et ces jeux d'équilibre ont pu aussi sans doute accélérer une animosité ou des critiques encore plus fortes à l'égard du Qatar. Le Qatar, comme on le sait, est un petit pays, mais un pays qui réussit plutôt bien par rapport à sa capacité financière, à sa capacité d'investissement financier, près de 700 milliards d'euros en possession donc de son fonds d'investissement qui est présent dans une quarantaine de pays, principalement d'ailleurs en Europe et singulièrement en France, et puis surtout des banques qataries qui sont immensément riches, puisque les avoirs des banques qataries avoisinent les 1000 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez que le Qatar agace alors? Le Qatar agace beaucoup, mais le Qatar n'est pas le seul pays à agacer. D'une certaine façon, Oman agace aussi, parce que le sultanat d'Oman a toujours eu une politique individuelle, alors même que le Conseil de coopération du Golfe s'est inscrit depuis sa création, dans les années 90-91, dans une logique de diplomatie collective. Donc de diplomatie, entre guillemets, le Qatar se trouve dans une situation où elle est victime du courroux de l'Arabie Saoudite, du Koweït, des Émirats Arabes Unis, de Bahreïn et d'un pays qui n'appartient pas au Conseil de coopération du Golfe, qui est l'Égypte, pour une autre raison qu'on n'a pas d'ailleurs évoquée suffisamment dans ce colloque, qui est la question du Yémen, où un certain nombre de pays se posent des questions sur la viabilité ou la légitimité du conflit au Yémen. Mais la question là, du coup, qui se pose, parce que c'était la question principale, pourquoi s'en prendre à Al Jazeera? Alors Al Jazeera est l'arbre qui cache la forêt. On ne s'en prend pas qu'à Al Jazeera. Oui, on s'en prend aux médias d'État que constitue Al Jazeera et les chaînes liées à Al Jazeera. Arabia 21 par exemple, El Arabi aussi. Donc il y a une sorte de focalisation sur Al Jazeera. Du reste, Al Jazeera Arabic et non pas Al Jazeera English. Il y a plusieurs rédactions à Al Jazeera. Al Jazeera est une chaîne comme les autres qui s'inscrit dans une démarche commerciale avec une offre éditoriale que l'on peut critiquer, mais qui est une offre éditoriale. Mais du coup, c'est bizarre de s'en prendre à l'arabique et pas à l'international, si c'est Al Jazeera. Alors, non, mais la critique était assez facile
donc de focaliser sur Al Jazeera Arabic. D'ailleurs, la critique est venue autant des Émirats arabes unis que de l'Égypte, pour une raison simple, c'est que Al Jazeera a des déclinaisons dans un certain nombre de pays, et le rôle qu'a pu jouer Al Jazeera, par exemple en Égypte, a été largement critiqué pour son soutien, par exemple, aux frères musulmans. D'ailleurs, un des éléments à charge contre le Qatar est le soutien ou l'accueil d'un certain nombre de leaders des frères musulmans, notamment un des chefs spirituels, Al-Kawadari, qui est un des chefs, encore une fois, spirituels, des leaders influençant le mouvement, et il se trouve qu'effectivement, il est en exil. Il a quitté l'Égypte, il est en exil au Qatar. Et en 2 mots là, une sortie rapide ou pas de crise selon vous? Ou est-ce qu'il y a une sortie possible? On est dans la sortie de crise. On est dans la sortie de crise parce que personne n'a intérêt à voir la situation s'envenimer. Personne n'a intérêt à voir une éventualité d'un conflit. Du reste, il ne pourrait pas avoir lieu. Pour la raison simple, c'est que le Qatar est un petit pays, 2 millions, 260 000 habitants, avec la présence de troupes étrangères assez fortes. Les Américains ont une base qui regroupe 10 000 soldats américains. Les Turcs maintenant sont en train d'ouvrir une base, c'est un des griefs. 5 000 hommes. 5 000 hommes, qui c'est un des griefs parmi les 13 pour la fermeture unilatérale d'une base qui du reste n'a pas encore ouvert, puisque elle est en cours de travaux. Donc il ne peut pas y avoir de conflit pour une raison simple. Qui dit conflit contre le Qatar anticiperait un conflit contre l'Iran. Et là, il est radicalement impossible de penser que cette conflictualité n'aura pas un impact dans la relation que l'Union européenne, que la Russie ou que d'autres ont dans le Golfe. Et si on avait une boule de cristal à 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans? Un affaiblissement durable du leadership saoudien qui a perdu beaucoup de plumes dans la critique d'Al Jazeera, ou la focalisation sur Al Jazeera, une très subtile gestion de la guerre de l'image et de la communication menée par le Qatar, en jouant la victime expiatoire, en disant qu'elle n'est pas la seule responsable. Mais alors du coup, à combien de temps la sortie de crise? La sortie de crise, elle est imminente. D'ailleurs, la sortie de crise... Là, on est en un mois entre quelques... On est dans une sortie de crise. La médiation menée par le sultan Al-Jaber du Koweït est une réalité. Le président Erdogan s'est rendu à Doha également. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a donné un petit peu le là en termes de sortie de crise, puisqu'il a dit qu'il fallait que chacun reconnaisse ses propres responsabilités. En gros, que chacun balaye devant sa porte et que, in fine, il convenait que les États de coopération, les 6 États membres fondateurs du Conseil de coopération du Golfe s'engagent à lutter de manière équilibrée, ou en tout cas avec la même détermination, contre le fondamentalisme sunnite, remettant pour le coup au devant de la scène sans doute quelques options qui ont pu être menées par d'autres pays et pas seulement par le Qatar. Merci beaucoup, merci infiniment. On était sur CF7, on était aux abords du Sénat. Merci infiniment pour cet éclairage. Le think tank s'appelle Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE. .eu. Ah pardon, voilà. Institut-IPSE.eu. Ok, très bien, et le voilà qui est clair. Bon, bah nous on va faire quoi? On va aller manger.